Je m'appelle Liam, j'ai 28 ans, et depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai été le punching ball émotionnel de la famille, avec un sourire poli. C'est drôle, si vous nous rencontriez de l'extérieur, vous penseriez probablement que nous sommes l'image de la normalité de banlieue. Maman est une enseignante à la retraite, papa est agent immobilier, et mon frère aîné Evan est le fils prodige qui ne peut rien faire de mal. Et puis il y a moi, l'adopté. La note de bas de page des réunions de famille. Celui que les gens oublient toujours d'inclure dans la photo de Noël jusqu'à ce que quelqu'un dise maladroitement « Oh, attendez. On devrait mettre Liam sur une aussi. » J'avais l'habitude d'en rire. Je me disais qu'il ne voulait pas faire de mal. Mais ça, c'était avant le dîner. Celui qui a renversé la vapeur. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Evan m'a envoyé un SMS à l'improviste. Et, dîner de famille ce week-end. Tout le monde vient. Ne sois pas bizarre. Dis juste oui. Cette dernière phrase, ne sois pas bizarre, était sa façon signature de me rappeler que je n'appartenais pas tout à fait. Pourtant, j'ai dit oui. Je le fais toujours. Je pense qu'une petite partie de moi espérait encore que si je me présentais assez souvent, que je souriais assez, que je contribuais assez, il commencerait à me voir comme plus que l'adopté. Je ne savais pas que ce dîner serait la nuit où il franchirait une ligne si profonde qu'elle changerait tout. Le restaurant qu'Evan a choisi n'était pas un endroit ordinaire. C'était l'un de ces endroits du centre-ville avec des sols en marbre, un éclairage tamisé et des serveurs qui vous regardent dans les yeux comme s'ils jugeaient silencieusement votre code de crédit. Je suis arrivé en avance comme d'habitude, car arriver en retard me semblait irrespectueux. L'hôte m'a conduit à une grande table dans le coin, clairement réservée au nom de Monsieur Evan Carter. Le nom m'a fait un peu grimacer. Même nom de famille, traitement différent. J'ai pris place et j'ai attendu, tripotant les prix du menu qui me serrait l'estomac. Je ne pouvais m'empêcher de penser, pourquoi cet endroit? Pourquoi quelque chose de si tape à accent grave-l'œil? Puis ils sont arrivés. Evan, sa femme Claire, maman, papa, et ma tante et mon oncle. Tous sourire, rire. Le genre d'énergie qui remplit une pièce comme une lumière chaude. Le genre qui s'atténue au moment où il me voit. Voilà notre silencieux, a dit Evan en tirant sa chaise. Je ne savais pas qu'il te laisserait entrer ici sans cravate. Tout le monde a gloussé, même papa, qui a marmonné quelque chose sur le fait que les codes vestimentaires n'étaient que des suggestions. J'ai ri doucement, car que pouvais-je faire d'autre? Je n'étais pas là pour commencer quoi que ce soit. Je me suis dit de respirer, de laisser passer, de survivre une autre nuit. Le dîner a commencé assez bien. Nous avons fait la conversation sur le travail, le temps et la nouvelle maison qu'Evan et Claire construisaient. 4 chambres, un bureau à domicile et une piscine, a dit fièrement Evan, comme un homme annonçant une réussite personnelle pour l'humanité. Maman rayonnait pratiquement de fierté. Tu as toujours été si ambitieux, a-t-elle dit en tendant la main vers la sienne. Tu me rappelles ton père. Ses yeux n'ont même pas jeté un regard vers moi quand elle a dit ça. J'ai juste souri et hoché la tête, sirotant mon eau pour combler le silence que je n'étais pas censé briser. À un moment donné, la conversation s'est tournée vers les traditions familiales. Maman a mentionné de vieux Noël. Papa a parlé de ses talents de barbecue, et ma tante a évoqué comment Evan aidait à décorer le sapin chaque année. Puis elle a fait une pause. Oh, Liam, n'es-tu pas arrivé chez nous à un de ces Noëls? C'était comme si elle ne se souvenait pas si je faisais partie du souvenir ou si j'étais juste en visite. J'ai juste hoché la tête à nouveau. Oui, ai-je dit doucement. J'étais là. Evan a souri narquoisement. Tu veux dire quand tu as cassé l'ornement de maman? Tout le monde a ri. Mon visage a brûlé, mais j'ai souri quand même. C'était une vieille blague. J'avais 12 ans. C'était un accident. Mais pour eux, c'était le genre d'histoire qu'ils aimaient raconter. Une où j'étais la chute de la blague. La nourriture est arrivée. Des steaks, du vin, des assiettes qui ressemblaient plus à de l'arcade des repas. Le serveur a versé les boissons et, pendant un bref instant, la pièce a semblé calme. Puis Evan a levé son verre. Un toast, a-t-il dit en se levant. Tout le monde a levé son verre avec ce regard familial impatient, prêt à applaudir, à célébrer, à être vu. À la famille, a dit Evan, en faisant une pause pour les faits. Aux gens qui ont toujours été là pour moi, ceux qui partagent mon sang. Il a gloussé et m'a regardé droit dans les yeux. Sauf Liam, bien sûr. Il n'est que l'adopté.
Le rire qui a suivi n'était pas cruel dans leur esprit. C'était léger. C'est comme ça qu'ils le justifieraient plus tard. Mais à ce moment-là, ça m'a transpercé. Même le serveur s'est figé. Ma mère a couvert sa bouche, gloussant maladroitement. Evan, a-t-elle dit en essayant de paraître désapprobatrice, mais en échouant. Ce n'est pas gentil. Mais elle souriait. Ils souriaient tous. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Je voulais me ratatiner, disparaître dans la table, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté assis là, à regarder mon frère, le même frère qui m'avait dit un jour que j'avais de la chance d'avoir même été choisi par leur famille. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, fixant mon reflet dans le miroir. Mes yeux étaient rouges, mais je ne pleurais pas. Pas vraiment. Je pense que c'était juste le choc, la prise de conscience que peu importe le nombre d'années qui avaient passé, j'étais toujours un étranger pour eux. Un cas de charité pratique dont ils pouvaient se moquer. J'ai pensé à partir sur le champ, juste à sortir. Mais quelque chose en moi m'a arrêté. Peut-être que c'était la fierté. Peut-être que c'était la colère silencieuse et bouillonnante qui s'était accumulée pendant des années. J'ai décidé de retourner m'asseoir et de supporter. S'il me voulait là, il devrait me voir, non pas comme un fantôme, mais comme quelqu'un qui en avait fini d'être le spectateur silencieux de la famille. Quand je suis revenu, l'addition était arrivée. Le serveur se tenait à côté de la table, tenant le dossier en cuir noir. Ce sera ensemble ou séparé, a-t-il demandé poliment. Evan a souri et a fait un geste vers moi. C'est lui qui paie, a-t-il dit en levant à nouveau son verre. N'est-ce pas, Liam? Gros boulot maintenant. Plein d'argent pour régaler ta vraie famille. Ma mère a ri comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Oh, c'est gentil, a-t-elle dit. Il peut s'en charger. Une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Mon cerveau ne pouvait pas traiter ce qui se passait. Le serveur m'a tendu l'addition, et j'ai jeté un coup d'œil au total, 3270 $. Mes mains sont devenues froides. Mon premier réflexe a été de protester, de leur dire que je n'étais pas d'accord, que je n'avais même pas commandé la moitié du vin qu'ils avaient bu. Mais ensuite, j'ai vu le sourire narquois d'Evan. Ce sourire suffisant et entendu qui disait qu'il avait déjà gagné. Que si je disais non, ils en feraient une autre blague sur le fait que j'étais radin ou ingrat. Le même scénario, une autre nuit. Mais cette fois, je n'ai pas souri. Je n'ai pas ri. J'ai regardé l'addition, puis mon frère, puis le serveur, et je l'ai fait glisser vers lui. Essayez la carte de mon frère, ai-je dit calmement. Il a réservé la table à son nom. La couleur a quitté le visage d'Evan. Liam, a-t-il dit lentement, son ton soudainement vif. Ce n'est pas drôle. Le serveur avait l'air incertain, jetant un coup d'œil entre nous. Monsieur, a-t-il dit à Evan. La réservation était à votre nom, n'est-ce pas? Evan a hésité, puis a hoché la tête. La pièce est devenue silencieuse. Même le sourire de ma mère a vacillé. C'était juste une blague, a dit rapidement Evan. On plaisantait. Le serveur avait l'air confus, ne sachant s'il devait reculer ou insister. Avant que quiconque puisse dire un autre mot, le directeur du restaurant, un homme grand en costume noir, est apparu de l'autre côté de la pièce, sentant clairement la tension. Y a-t-il un problème ici? A-t-il demandé d'un ton mesuré. Et c'est là que la table est finalement devenue silencieuse. Tous les yeux étaient sur moi. Mon cœur battait la chamade, mais je suis resté calme. Evan m'a regardé, la panique vacillant dans ses yeux pour la première fois. Maman a chuchoté quelque chose à voix basse. Le directeur a croisé les bras et j'ai réalisé que c'était la première fois de ma vie que je n'étais pas celui qui se ratatinait. C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effilocher. La voix du directeur était calme mais avait ce sous-entendu d'autorité qui change instantanément l'atmosphère d'une pièce. Il se tenait là, les mains jointes, me regardant, puis Evan, puis le serveur, comme un arbitre sur le point de prendre une décision. Y a-t-il un problème avec l'addition, a-t-il demandé, son ton professionnel mais teinté d'une légère impatience. Le restaurant était devenu plus silencieux. On pouvait sentir les regards des tables voisines se tourner dans notre direction, captant des bribes de la tension comme de l'électricité statique dans l'air. Le sourire confiant d'Evan a vacillé. Aucun problème, a-t-il dit rapidement, essayant d'arranger les choses. Juste un malentendu. Il a gloussé maladroitement,
me jetant un regard comme si j'allais suivre le mouvement et en rire aussi. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté assis là, calme, stable, presque trop silencieux. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mais extérieurement, j'avais l'air de quelqu'un qui avait enfin cessé d'avoir peur du bruit. Le directeur a haussé un sourcil. Un malentendu? Oui, a sauté maman, sa voix légère, trop joyeuse. Mes garçons aiment juste plaisanter. N'est-ce pas? Elle a poussé un rire crispé, ses yeux passant de l'un à l'autre comme si elle essayait de me commander télépathiquement de laisser tomber. Humour familial, vous savez ce que c'est. Le serveur avait l'air incertain. Il tenait toujours l'addition dans sa main, clairement mal à l'aise. Monsieur, a-t-il dit à Evan, puisque la réservation est à votre nom, les frais sont généralement imputés à la carte du titulaire de la réservation, sauf indication contraire. La mâchoire d'Evan s'est crispée. C'est bon, a-t-il marmonné, sortant son portefeuille avec une irritation exagérée. Il a passé sa carte, a signé le reçu d'un coup de stylo sec, puis l'a rejeté sur le serveur comme s'il le brûlait. Voilà, a-t-il dit en me fusillant du regard. Content? Le directeur a fait un signe de tête polie, a murmuré quelque chose sur le fait de profiter du reste de votre soirée, et s'est éloigné. Mais le silence qui a suivi était assourdissant. On pouvait entendre le léger cliquetis de la vaisselle d'une autre table, un rire de quelque part de l'autre côté de la pièce. Mais à notre table, il n'y avait que de la tension, une tension épaisse et suffocante. Evan s'est penché en avant, sa voix basse. C'était quoi ça, Liam? Tu essayais de me mettre dans l'embarras en public? J'ai croisé son regard. Ce n'est pas moi qui ai fait une blague sur le fait d'être adopté devant des étrangers. Maman a soupiré lourdement. Oh, pour l'amour du ciel. C'était juste une blague, a-t-elle dit. Tu es si sensible parfois, Liam. Honnêtement, tu dois apprendre à supporter un peu de taquinerie. Un peu de taquinerie, ai-je répété doucement. Vous avez tous ri. Papa a finalement parlé, sa voix ce ton profond et pragmatique qu'il utilisait quand il voulait mettre fin à une discussion. Assez. C'était inapproprié, oui. Mais faire traîner les choses ne fait qu'empirer. Ne faisons pas de scène. Evan a souri narquoisement, s'adossant à sa chaise. Oui, Liam. Ne fais pas de scène. Quelque chose en moi s'est tordu. Pendant des années, j'avais supporté ce même ton, ce calme condescendant, ce « sois reconnaissant qu'on t'ait même invité » tacite. Je l'avais supporté parce que c'était plus facile que de riposter. Mais cette fois, je n'ai pas laissé passer. J'ai juste hoché lentement la tête, j'ai attrapé mon manteau et j'ai dit « Vous avez raison. » Pas de scène. Je me suis levé, j'ai laissé un billet de vin sur la table pour le pourboire et je suis sorti. Dehors, l'air était froid et vif. Mon souffle sortait en bouffées blanches alors que je restais là un instant, essayant de tout assimiler. Les néons du restaurant vacillaient sur le trottoir mouillé, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti détaché, comme si j'étais sorti d'un rôle que je jouais depuis des années. Mon téléphone a vibré avant même que j'aie atteint ma voiture. C'était maman. J'ai fixé l'écran une seconde avant de répondre. Liam, c'était quoi ça, a-t-elle dit, son ton vif maintenant, la fausse chaleur disparue. C'était quoi, ai-je demandé. Ne joue pas l'idiot, a-t-elle lâché. Evan essayait juste de t'inclure, et tu as fait toute une scène. Tu as humilié ton frère devant tout le monde. J'ai laissé échapper un rire amer. Il m'a humilié, maman. Devant tout le restaurant. Mais bien sûr, protégeons les sentiments d'Evan. Elle a fait une pause. J'ai pu l'entendre soupirer, le genre de soupir qu'elle utilisait quand elle en avait marre que je ne rentre pas dans le rang. Tu as toujours pris les choses trop personnellement. Tu aurais dû laisser passer. Evan ne le pensait pas. Il plaisante juste quand il dit des choses comme ça. Je n'ai pas répondu, car que pouvais-je dire? J'avais entendu la même chose toute ma vie. Evan ne le pensait pas, Evan taquinait juste. Evan était sous pression. Et c'était toujours à moi qu'on demandait de comprendre. Cette nuit-là, je suis resté dans ma voiture près d'une demi-heure avant de la démarrer. J'ai regardé des familles passer, riant, parlant, prenant des photos ensemble. Cela m'a frappé à quel point c'était étranger. Faire partie de quelque chose d'authentique, quelque chose où tout le monde était vu. Dans ma famille, l'amour était une performance, et j'étais la doublure. Au cours des jours suivants,
la conversation de groupe familial a bourdonné sans arrêt. Evan a envoyé un message en premier. J'espère que tout le monde a apprécié le dîner, sauf Liam, apparemment. Il a ajouté un emoji qui rit. Ma tante a répondu par « Les garçons seront toujours des garçons » et maman a ajouté « Passons à autre chose, s'il vous plaît ». Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a mentionné le toast. Une semaine plus tard, maman m'a de nouveau appelé. On fait un barbecue en famille le week-end prochain, a-t-elle dit, chez Evan. Tu viens, n'est-ce pas? J'ai hésité. Je ne sais pas, maman. Son ton s'est immédiatement adouci, comme si elle changeait de masque. Liam, s'il te plaît, n'en fais pas plus que ce que c'est. Tu sais à quel point il est important pour ton père que tout le monde soit ensemble. J'ai failli dire non. Mais ensuite, j'ai pensé à la façon dont Evan avait l'air lorsque le directeur s'est approché. La façon dont sa confiance s'est fissurée juste une seconde. Il y avait quelque chose de satisfaisant là-dedans. Et peut-être, juste peut-être, que je voulais voir jusqu'où ils iraient si je continuais à me présenter. Alors, j'ai dit, bien sûr, je viendrai. Quand je suis arrivé au barbecue, la tension était immédiate. Evan était près du grill, retournant des hamburgers avec l'assurance d'un homme organisant une collecte de fonds politiques. Claire planait à proximité, distribuant des boissons comme si elle co-animait un talk show. Maman et papa installaient des chaises de jardin et le reste de la famille était dispersé dans la cour. Dès qu'Evan m'a vu, il a levé sa canette de bière dans un toast moqueur. « Regardez qui a décidé de se montrer », a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. « Ne vous inquiétez pas, les amis. Liam ne paie pas pour celui-ci. » Le rire qui a suivi n'a pas été aussi fort qu'auparavant. Quelques personnes ont échangé des regards gênés. La nouvelle de la scène du restaurant avait peut-être circulé. Mais maman a quand même ri. Bien sûr qu'elle l'a fait. « Oh, arrête ça », a-t-elle dit en tapotant le bras d'Evan. « Vous, les garçons, et vos blagues. » J'ai souri crispement. « Ouais, des blagues. » Evan a souri. « Allez, détends-toi. Tu boudes depuis le dîner. Tu ne peux pas supporter une blague, petit frère ? Petit frère. Je détestais quand il m'appelait comme ça. Non pas à cause du « petit ». J'étais en fait plus grand que lui, mais à cause de la façon dont il le disait, comme pour rappeler à tout le monde que j'étais l'inférieur. Tout au long de l'après-midi, il a continué à trouver de nouvelles façons de me piquer. « Liam, attrape-moi une bière. »« Liam, tu es assis sur la chaise de papa. »« Liam, tu devrais peut-être t'en tenir au soda. On ne veut pas accumuler une autre grosse facture, hein ?» À chaque fois, j'ai souri et obéi, extérieurement calme. Intérieurement, je cataloguais chaque commentaire, chaque sourire narquois. Claire n'était guère mieux. Elle s'est penchée à un moment donné alors que nous nous servions à manger et a dit de ce ton faussement doux qu'elle utilisait pour les commérages, « Evan m'a dit que tu as toujours été un peu sensible à propos de l'adoption. Tu ne devrais pas, pourtant. C'est un peu spécial, tu ne trouves pas ? Comme si tu avais été choisi. »« Ouais, » ai-je dit en la fixant. « Choisi par qui exactement ? » Elle a cligné des yeux, décontenancée. « Par tes parents, bien sûr. » J'ai souri faiblement. C'est vrai. Il me le rappelle chaque fois qu'Evan fait une bêtise. Son visage est devenu vide un instant. Puis elle a ri maladroitement et s'est éloignée. Le reste de l'après-midi a traîné en longueur. Une série de petites humiliations enveloppées de rires polis. Chaque conversation était un rappel que j'étais l'étranger. Quand l'heure de la photo de famille est arrivée, je me suis tenu à l'écart, attendant. Ils se sont alignés, souriant, les bras les uns autour des autres. « Allez, Liam » a appelé maman. « Tu peux te mettre au bout. » Au bout. Toujours au bout. Je suis entré dans le cadre, forçant un sourire, et l'appareil photo a flashé. Mais quand j'ai vu la photo plus tard sur la page Facebook de maman, j'ai réalisé qu'elle m'avait coupé. La légende disait « Ma belle famille ». Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fait défiler de vieilles photos, des messages, des souvenirs, essayant de comprendre quand exactement j'avais cessé de faire partie de la famille et commencé à être un bouche-trou. Peut-être que ça n'a jamais été réel au départ. Peut-être que j'étais juste pratique jusqu'à ce que je ne le sois plus. Au cours des jours suivants, les choses ont empiré. Evan a commencé à dire aux parents que j'étais devenu « bizarre »,
que je gardais rancune pour rien. Maman l'a soutenu, disant que j'avais été distant dernièrement. Ils m'ont dépeint comme un gras, amer, le mouton noir de la famille. Plus je restais silencieux, plus il leur était facile de réécrire l'histoire. Mais le silence avait ses avantages. Il permettait aux gens de se sentir à l'aise. Il les faisait vous sous-estimer. Quelques nuits plus tard, j'ai reçu un appel de papa. Son ton était bourru, professionnel. Ton frère organise un grand dîner d'anniversaire le mois prochain. Il veut t'inviter. Tu y vas. Veut-il m'inviter, ai-je demandé. Où l'as-tu obligé? Papa a soupiré. Ne commence pas. Cette famille a connu assez de tensions. Tu iras, tu seras poli et tu maintiendras la paix. Bien sûr, ai-je dit. Je maintiendrai la paix. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est que quelque chose en moi avait changé. Pendant des années, j'ai joué le fils calme et compréhensif, le pardonneur, celui qui riait des blagues et prenait le blâme. Mais maintenant, quelque chose de plus froid avait pris racine. Quand j'ai raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à prendre des notes. Parce que si mon frère voulait jouer à des jeux en public, j'étais enfin prêt à jouer aussi. Et cette fois, je n'allais pas être la chute de la blague. Le dîner d'anniversaire était prévu un vendredi soir dans un country club huppé, l'un de ces établissements de la vieille bourgeoisie où les serveurs portent des gants blancs et où la moquette semble n'avoir pas été changée depuis les années 1970. Le genre d'endroit où Evan aimait se montrer. C'était pour célébrer les 5 ans de mariage entre lui et Claire. Et selon maman, tout le monde était invité. Par « tout le monde », elle entendait toute la famille élargie, cousins, oncles, tantes, et même quelques amis du cercle de yoga de Claire, qui me regardaient toujours comme si j'étais sorti du mauvais film. Pendant les 2 semaines qui ont précédé, je me suis dit que je n'irais pas. Je me suis dit que j'en avais fini de les laisser me ramener dans leur orbite. Mais il y avait ce sentiment lancinant dans ma poitrine, comme si m'en aller leur donnerait exactement ce qu'ils voulaient. Ils se complaisaient dans l'idée que j'étais l'étranger amer. Si je ne me présentais pas, je nourrirais le récit qu'ils avaient construit autour de moi. Alors, contre mon meilleur jugement, j'ai repassé ma chemise, ciré mes chaussures et décidé d'affronter la musique. Quand je suis arrivé, le parking était déjà plein de voitures chères. Le nouveau SUV d'Evan garé juste devant l'entrée, bien sûr. L'homme aimait être le centre de l'attention. À l'intérieur, le club était faiblement éclairé, des lustres dorés se reflétant sur la verrerie en cristal. Je pouvais entendre le faible murmure des rires et des verres qui trinquent avant même de tourner le coin pour entrer dans la salle principale. « Liam », s'est exclamé maman, se levant de son siège comme si elle n'avait pas passé les derniers mois à trouver des excuses au comportement d'Evan. « Tu es venu. » Elle m'a brièvement serré dans ses bras, le genre de câlin qui semblait plus pour la forme que par affection. « Tu es beau, mon chéri. Assieds-toi. Assieds-toi. » Evan était à la tête de la longue table, portant un blazer bleu marine et son sourire habituel, le genre qui avait l'air répété. « Eh bien, regardez qui a décidé de rejoindre les vivants, » a-t-il dit. Je commençais à penser que tu nous avais complètement coupé de ta vie. Je ne voudrais pas manquer le spectacle, ai-je dit en souriant. Claire rayonnait, clairement inconsciente de la tension qui couvait sous la surface. On est juste content que tu sois là, a-t-elle dit gentiment, bien que ses yeux se soient tournés vers Evan comme pour chercher l'approbation de cette simple phrase. Je me suis assis en face de maman et papa. La table était dressée avec des cartons de placement, des bougies et des menus imprimés sur du papier crème. Tout le monde avait l'air parfait. C'était surréaliste, comme une réunion mise en scène pour une émission de télé-réalité qui avait été annulée des années auparavant. Au fil de la soirée, j'ai fait de mon mieux pour me fondre dans la masse. J'ai souri quand les gens parlaient, j'ai hoché la tête quand ils racontaient des histoires, et j'ai même ri quand mon oncle a fait une de ces blagues de papa caractéristiques. J'ai gardé ma garde haute, mais je suis resté calme. C'était plus facile que je ne le pensais, jusqu'à ce qu'Evan se lève avec un verre à la main. Il a tapoté légèrement sa fourchette contre celui-ci. « Tout le monde, » a-t-il dit, « je veux juste vous remercier tous d'être venus ce soir pour célébrer 5 années incroyables avec ma femme extraordinaire. » Il a passé son bras autour de la taille de Claire, l'attirant près de lui. « C'est mon rock, ma partenaire, ma moitié. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans elle. » Tout le monde a applaudi. J'ai applaudi aussi, mollement. Et Evan a continué, « Je veux aussi remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous au fil des ans.
Vous avez toujours été là, nous aidant avec la maison, avec les enfants, avec... Eh bien, tout. Maman a souri, les larmes aux yeux. Oh, mon chéri. Ouais, a dit Evan avec un clin d'œil. Même en m'aidant financièrement quand les temps étaient durs l'année dernière. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Je me suis figé. Maman et papa ont échangé un rapide regard. Le genre de communication silencieuse qui signifiait qu'il y avait du vrai dans ce qu'ils disaient, mais quelque chose n'allait pas. Evan n'était pas le genre de personne à admettre avoir besoin d'aide. Il préférerait se noyer plutôt que de demander une bouée de sauvetage. Je me suis penché légèrement. Quel genre d'aide ? Ai-je demandé, gardant mon ton décontracté. Evan a souri narquoisement. Oh, juste un soutien pour un nouvel investissement que j'ai fait. Tu sais ce que c'est. Les grands rêves demandent de grands risques. Papa s'est éclairci la gorge. Ce n'est pas quelque chose dont nous devons discuter ce soir, a-t-il dit, sa voix ferme. Evan a haussé un sourcil. Pourquoi pas ? Tout le monde devrait savoir tout ce que vous avez fait pour moi. Maman et papa ont été assez généreux pour me donner une partie de leurs économies afin que je puisse verser un acompte sur une nouvelle propriété. C'est assez incroyable, non ? La table a murmuré son approbation. Maman a souri crispement, sa main tremblant près de son verre de vin. C'était une décision de famille, a-t-elle dit doucement. Attends, ai-je dit. Une décision de famille ? Evan m'a regardé, amusé. Ouais. Maman et papa ont dit que c'était la bonne chose à faire. Je veux dire, ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre dans la famille en avait besoin. Les mots ont flotté dans l'air comme de la fumée. J'ai senti mon estomac se nouer. Maman a soupiré. Liam, a-t-elle dit doucement. On ne pensait pas que ça te dérangerait. Evan a travaillé si dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Et j'ai coupé court. Vous lui avez donné de l'argent de vos économies. Combien ? La mâchoire de papa s'est crispée. Liam, ce n'est pas le moment. Non, ai-je dit, ma voix stable. Si on porte un toast à ce sujet, je pense que c'est exactement le moment. Evan a ri, levant les mains en signe de reddition moqueuse. Détends-toi, mec. Ce n'est pas grave. Pas grave, ai-je répété. Vous avez pris de l'argent du fonds de retraite de nos parents. Maman a tressailli. Ce n'était pas tant que ça. Combien, maman ? Elle a hésité. Juste 40 000. La salle est devenue silencieuse. Quelqu'un a toussé. Claire s'est agitée inconfortablement, son sourire s'effaçant. Je l'ai fixé, puis Evan. Vous avez pris 40 000 $. Et vous n'avez pas pensé à me le dire ? Papa a froncé les sourcils. Liam, tu n'es pas en position de remettre en question ce que nous faisons de notre argent. Tu as toujours été indépendant. Tu as fait ton propre chemin. Evan avait besoin d'aide et nous avons pu la lui donner. J'ai senti quelque chose en moi se briser. Vous avez raison, ai-je dit doucement. J'ai été indépendant parce que je le devais. Parce que personne ne m'a jamais offert d'aide. La voix de maman a tremblé. Ne transforme pas ça en compétition. S'il te plaît. Tu as toujours eu tout ce dont tu avais besoin. Tout ce dont j'avais besoin, ai-je répété, essayant de ne pas rire. Tu veux dire la voiture cabossée que j'ai dû réparer moi-même parce que tu as dit que tu ne pouvais pas justifier de m'en acheter une ? Ou que dirais-tu de la fois où je suis entré à l'université et où tu m'as dit que tu avais déjà assez dépensé pour les frais de scolarité d'Evan ? Ouais, je me souviens de toute cette générosité. Evan a roulé des yeux. Oh, allez. Tu vas sérieusement ressortir ça maintenant ? Tu as toujours eu une rancune, mec. Ce n'est pas de ma faute si tu ne peux pas laisser le passé derrière toi. Je l'ai regardé, mon pouls battant la chamade. Tu as raison. Ce n'est pas de ta faute. C'est la mienne, d'avoir pensé que j'ai un jour fait partie de cette famille. Les mots ont frappé la table comme un marteau. Personne n'a parlé. Un long moment, tout ce que j'ai pu entendre, c'était le faible bourdonnement des conversations des autres tables et le son de ma propre respiration. Evan a haussé les épaules. Tu exagères, a-t-il finalement dit. Maman et papa m'ont aidé parce qu'ils me font confiance. Toi, tu aurais juste gaspillé l'argent. Gaspillé, ai-je dit lentement. Tu veux dire comme tu as gaspillé l'argent qu'ils t'ont donné pour cette entreprise en 2019 ?
Ou la fois où tu as emprunté la voiture de papa et que tu l'as accidentée, puis que tu m'as accusé. Maman a halté doucement. Liam, ne reparle pas de ça. Pourquoi pas, ai-je demandé. Ça fait partie de la même histoire, n'est-ce pas? Evan fait une bêtise et tout le monde se précipite pour le protéger. Je fais une seule plainte et je suis ingrat. Evan s'est levé, son expression se crispant. Tu te ridiculises. Non, ai-je dit en me levant aussi. Tu as fait ça pour moi il y a des années. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne le puisse, le directeur du club est apparu, différent du directeur du restaurant des semaines auparavant, mais avec le même regard d'alarme poli sur son visage. Est-ce que tout va bien ici? Très bien, a dit rapidement Evan, forçant un sourire. Juste une discussion de famille. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Personne n'a croisé mon regard. Maman fixait son assiette. Papa se frottait les tempes. Claire se mordait la lèvre, souhaitant clairement pouvoir disparaître. J'ai fait un pas en arrière. Vous savez quoi, ai-je dit. Profitez de votre dîner. Je me suis retourné et je suis sorti avant que quiconque ne puisse m'arrêter. Dès que j'ai atteint le parking, j'ai finalement laissé l'émotion m'envahir. Colère, incrédulité, blessure, tout cela m'a traversé comme une vague. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de la prise de conscience que je n'ai jamais été considéré comme un égal. Pas même de près. Quand je suis rentré à la maison, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis à ma table de cuisine, regardant dans le vide. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai essayé de gagner leur respect, leur approbation. Toutes les années où j'ai ri à des blagues qui me coupaient. J'ai souri à des anniversaires qui semblaient creux. J'ai assisté à des dîners où j'étais l'invité invisible. Puis mon téléphone a vibré. C'était un texto d'Evan. Tu t'es sérieusement mis dans l'embarras ce soir. Maman pleure. Papa est furieux. Tu devrais t'excuser. J'ai fixé le message, mes mains tremblant. Puis lentement, j'ai souri. Pas le genre amer. Le genre silencieux, dangereux. Le genre qui vient quand quelque chose se libère enfin en vous. Parce qu'à ce moment-là, je savais une chose avec certitude. Ce n'était pas fini. Loin de là. Les jours qui ont suivi ce dîner ont été comme vivre dans un brouillard. Tout avait l'air normal de l'extérieur, le travail, le café du matin, le même appartement calme. Mais à l'intérieur, je me sentais vidé. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais gardé espoir jusqu'à ce qu'il disparaisse. Cette petite croyance pathétique que peut-être un jour, je serais enfin traité comme un membre de la famille. Mais après cette nuit, quelque chose en moi s'est simplement éteint. Maman a appelé le lendemain matin. Son ton était sec, répété. Liam, a-t-elle dit. On doit parler de ton comportement hier soir. Mon comportement, ai-je demandé, regardant fixement le mur. Oui, a-t-elle dit vivement. Tu as humilié ton frère devant tout le monde. Tu sais combien de personnes étaient là? Les parents de Claire, pour l'amour du ciel. C'était censé être une célébration. J'ai laissé échapper un petit rire. Vous voulez dire la partie où j'ai découvert que vous lui aviez donné 40 000 $ dans mon dos? Elle est restée silencieuse un moment. On ne lui a rien donné. C'est un prêt. Ah bon, ai-je dit. Et quand exactement est-ce qu'il le rembourse? Liam, s'il te plaît, ne sois pas mesquin, a-t-elle dit, sa voix se crispant. Evan a une famille à charge. Toi non. C'était ça. Le poignard soigneusement enveloppé dans un ton maternel. C'est vrai, ai-je dit. J'avais oublié. Ma valeur est directement proportionnelle au nombre de personnes à ma charge. Elle a soupiré. Tu déformes tout. Tu fais toujours ça. Tu te fais passer pour la victime alors que personne n'essaie de te faire du mal. Je ne suis pas la victime, ai-je dit doucement. J'en ai juste marre de prétendre que vous ne faites pas de favoritisme. Surveille ton ton, a-t-elle lâché. On vous a toujours traité de la même manière. Cette phrase, traité de la même manière, m'a frappé plus fort que tout le reste, car c'était un mensonge si évident que cela en devenait presque cruel. Ma gorge s'est nouée. Tu ne le crois même pas, ai-je dit. Pas une seconde. Au revoir, Liam, a-t-elle dit. Appelle-moi quand tu te seras calmé. Et juste comme ça, elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone longtemps, attendant qu'il sonne à nouveau.
Il n'a pas sonné. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que quelque chose avait changé pour de bon. Je n'étais plus en colère. Pas de cette manière fougueuse et explosive. J'étais juste vide. J'ai arrêté de prendre contact, de répondre aux groupes de discussion, d'essayer. Mais c'est ça le truc avec le silence. Il met les gens mal à l'aise. En une semaine, Evan m'a envoyé un texto. Tu crois vraiment que tu prouves quelque chose en ignorant tout le monde? Je l'ai ignoré. Quelques heures plus tard, un autre message. Maman est contrariée. Elle dit que tu agis de manière immature. Je l'ai encore ignoré. Puis un troisième. Très bien, sois un bébé. Tu l'as toujours été. J'ai bloqué son numéro après ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai coupé complètement le contact avec ma famille. Pas d'appel, pas de visite, pas de texto d'anniversaire, rien. Les premiers jours ont été étranges, comme une désintoxication. Mais la deuxième semaine, j'ai commencé à me sentir plus léger. Je pouvais de nouveau respirer sans attendre le prochain voyage de culpabilité. Je me suis jeté dans le travail, je suis resté tard au bureau, je suis allé courir longuement le soir juste pour occuper mon esprit. Mais les heures calmes, c'étaient les plus dures. C'est là que les souvenirs revenaient. Je me souvenais d'avoir 13 ans et d'entendre Evan dire à un de ses amis, « Ouais, mes parents l'ont adopté quand ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. C'est de la charité, en gros. » Je me souvenais de maman disant, « Tu dois comprendre, Evan est sous beaucoup de pression, mon chéri », chaque fois qu'il disait quelque chose de cruel. Je me souvenais des anniversaires où mon gâteau était acheté en magasin et le sien était fait sur mesure, ou du Noël où ils lui ont donné une nouvelle montre et à moi un pull en solde. J'ai balayé tout ça à l'époque, me convainquant que ça n'avait pas d'importance. Mais assis seul dans mon appartement, j'ai réalisé que si. Chaque moment de tout cela avait mené à ceci, à cette clarté silencieuse et douloureuse. 2 mois se sont écoulés avant que j'aie de nouveau de leurs nouvelles. J'étais au travail en train de taper un email quand mon téléphone a vibré. C'était papa. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Salut », ai-je dit platement. « Liam », a-t-il dit, sa voix raide. « Tu as ignoré ta mère pendant des semaines. Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je répété lentement. « C'est que je suis fatigué. »« Fatigué de quoi ?» a-t-il exigé. « Fatigué de prétendre que tout va bien », ai-je dit. « Fatigué de faire comme si je n'avais pas remarqué la façon dont vous me traitez tous. » Il a laissé échapper un soupir frustré. « Tu es dramatique. Les familles se disputent. C'est normal. »« Normal ?» ai-je dit, ma voix se crispant. « Papa, tu as donné à mon frère 40 000 $ et tu m'as dit que je devrais être heureux pour lui. Ce n'est pas normal. »« Je ne t'ai pas dit d'être heureux, » a-t-il dit sur la défensive. « Je t'ai dit d'être compréhensif. Tu es célibataire. Tu n'as personne à charge. Et tu as un travail stable. Evan porte plus de responsabilités que toi. Tu aurais pu être plus solidaire. » C'était ça, encore une fois, la logique qui semblait toujours justifier ses choix. « Solidaire ?» ai-je dit, presque en riant. « Tu veux que je soutienne la personne qui m'a humilié en public 2 fois en 1 mois ?» Il n'a pas répondu pendant un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix s'était adoucie. « Tu as toujours été sensible, Liam. Je suis désolé que tu te sentes lésé, mais c'est comme ça que fonctionnent les familles. On ne peut pas tenir les comptes. » J'ai eu envie de crier, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Ils n'étaient pas capables de le voir. Aucun d'entre eux ne l'était. Ils ne pensaient pas avoir tort. Ils croyaient sincèrement que j'étais le problème. Cette prise de conscience a frappé plus fort que tout le reste, car comment se battre contre quelque chose d'aussi profond? Après cet appel, j'ai complètement arrêté de répondre. Les semaines ont passé. Puis les mois. Les fêtes sont venues et sont parties. J'ai passé Noël seul pour la première fois, mangeant des plats à emporter pendant qu'il neigeait à l'extérieur de mon appartement. Ça aurait dû être déprimant, mais ce n'était pas le cas. C'était paisible, calme, honnête. Pourtant, il y avait cette douleur que je ne pouvais pas secouer, cette petite partie têtue de moi qui voulait une conclusion, qui voulait qu'ils appellent et disent « on avait tort ». Mais ils ne l'ont jamais fait. Au début du printemps, j'ai croisé une de mes cousines, Maya, dans un café du centre-ville. Elle s'est figée quand elle m'a vu.
Liam. Oh mon Dieu, ça fait une éternité que je ne t'ai pas vu. J'ai souri faiblement. Salut, Maya. Comment vas-tu? Elle a hésité avant de dire, ta famille a parlé de toi. J'ai haussé un sourcil. J'imagine. Elle s'est mordu la lèvre. Ils ont dit que tu les as coupés de ta vie sans raison. Que tu es difficile. Bien sûr qu'ils l'ont dit. Je ne le crois pas, a-t-elle dit rapidement. J'étais à ce dîner, Liam. J'ai vu à quel point tu avais l'air mal à l'aise. Ce n'était pas juste. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti vu. Merci, ai-je dit doucement. Elle a hésité, puis s'est penchée un peu. Puis-je te dire quelque chose d'étrange? Bien sûr. Evan s'est vanté, a-t-elle dit. Il a dit qu'il ouvrait une nouvelle entreprise, quelque chose avec l'immobilier. Il a même dit qu'il avait utilisé des fonds familiaux pour la démarrer. Fonds familiaux, ai-je répété. Ouais, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Il a dit que maman et papa le soutenaient, mais il l'a dit comme s'il n'avait pas à le rembourser, comme si c'était à lui par défaut. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Intéressant. Maya a froncé les sourcils. Il a aussi dit que tu es jaloux, que tu as toujours été rancunier parce que tu es adopté. C'était ça, encore une fois. Le vieux récit, la même histoire fatiguée qu'il racontait depuis que nous étions enfants. J'ai forcé un petit sourire. Merci de me l'avoir dit, Maya. Elle avait l'air inquiète. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fini mon café avant de répondre. Honnêtement, rien. Et je le pensais. Du moins à ce moment-là. J'en avais marre de mener une bataille qui était toujours truquée. J'en avais marre d'essayer de prouver que je n'étais pas le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors, je suis rentré chez moi, j'ai éteint mon téléphone et je suis resté assis en silence pendant un long moment. Mais le silence a une étrange façon de faire naître des idées. Dans le calme, j'ai commencé à penser, non pas à la vengeance exactement, mais au schéma, à la façon dont Evan utilisait les gens, manipulait les situations, retombait toujours sur ses pieds parce que tout le monde ramassait les morceaux. Et j'ai réalisé que les gens comme ça ne s'en sortent que parce que personne ne les tient jamais pour responsables. Et si, pensais-je, quelqu'un le faisait enfin? Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Non pas pour taper un email en colère ou poster sur les réseaux sociaux. Juste pour faire des recherches. De petites choses au début, dépôts immobiliers, enregistrement d'entreprise, transfert de propriété. Le genre d'informations qui sont publiques si vous savez où chercher. Et c'était là. Le nom d'Evan lié à une entreprise qu'il avait enregistrée 3 mois auparavant. La même chronologie que le prêt familial. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez pour me dire quelque chose. Il n'était pas en difficulté. Il se développait, utilisant l'argent de mes parents pour construire quelque chose à son seul nom. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Un calme silencieux, presque étrange, s'est installé en moi. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais faire encore, mais je savais une chose avec certitude. Si Evan pensait que je disparaîtrais discrètement cette fois, il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. L'étrange chose à propos de toucher le fond, c'est que cela cesse de ressembler à un lieu et commence à ressembler à de la liberté. Il y a une sorte de paix à réaliser qu'on n'a plus rien à perdre. Plus d'approbation à rechercher, plus de faux sourires à maintenir, plus d'appels téléphoniques auxquels on est obligé de répondre. Après des années à essayer d'appartenir à des gens qui ne me voyaient que comme une pensée après coup pratique, je me suis finalement senti léger. Les semaines qui ont suivi ont été calmes mais productives. Je me suis jeté dans le travail, vraiment à fond cette fois. Je travaillais comme analyste système pour une entreprise de logistique, et j'avais toujours été le gars qui faisait tout bien, mais qui ne se faisait jamais remarquer, le fiable qui rattrapait le travail des autres, ne se plaignait jamais et ne demandait jamais plus. Mais quelque chose en moi avait changé. J'ai arrêté de jouer petit. J'ai commencé à prendre l'initiative sur des projets, à proposer de nouveaux systèmes d'optimisation, à présenter en réunion au lieu de me fondre dans le décor. Et pour une fois, les gens ont remarqué. À l'été, j'ai été promu 2 fois. Soudain, je n'étais plus le gars silencieux dans le coin. Je dirigeais une petite équipe. Mon salaire a bondi, et avec lui est venu quelque chose de nouveau, la confiance. Pas le genre bruyant et arrogant qu'Evan portait toujours comme un parfum, mais le genre silencieux qui vient de savoir qu'on a construit quelque chose soi-même, brique par brique, sans l'aide de personne.
En dehors du travail, j'ai aussi commencé à me reconstruire. Je me suis inscrit à une salle de sport, plus par agitation que par vanité, et j'ai découvert que j'appréciais la routine, le rythme de la musculation, la concentration que cela exigeait. C'est devenu une thérapie. J'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger, même à reprendre la photographie, quelque chose que j'avais abandonné il y a des années quand la vie m'avait semblé trop lourde pour les loisirs. De temps en temps, cependant, je me surprenais à me demander ce qu'ils devenaient, ma famille, s'ils pensaient un jour à moi, s'ils réaliseraient un jour à quel point ils avaient profondément fracturé les choses. Mais chaque fois que cette pensée refaisait surface, je me rappelais qu'ils avaient leur version de l'histoire, et que j'avais la mienne. Et la mienne n'incluait plus d'être leur bouc émissaire. Pourtant, l'univers a un sens de l'humour tordu. Un matin de fin juillet, alors que je terminais un rapport trimestriel au travail, un email a atterri dans ma boîte de réception. Objet, demande commerciale, Carter Holdings. Je me suis figé. Carter Holdings. La nouvelle société d'Evan. Le message provenait d'un email inconnu, mais le nom associé à la signature, Claire Carter, m'a serré l'estomac. Salut, Liam. J'espère que tu vas bien. Evan a mentionné que ton entreprise travaille avec des systèmes logistiques et nous explorons actuellement de nouveaux fournisseurs pour notre expansion immobilière. Je sais que les choses ont été un peu tendues, mais je lui ai dit que nous devrions te contacter professionnellement. Si tu es ouvert à cela, nous aimerions programmer une consultation pour discuter d'un partenariat potentiel. Claire. J'ai fixé l'email pendant un long moment, partagé entre l'incrédulité et quelque chose de plus sombre, l'amusement. Après toutes les humiliations, après les blagues, après l'argent qu'ils avaient siphonné à nos parents, ils me demandaient maintenant indirectement de l'aide. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis adossé à ma chaise et j'ai ri doucement pour moi-même. L'ironie était délicieuse. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu quelques jours, assez longtemps pour laisser l'anticipation monter de leur côté. Quand j'ai finalement répondu, mon ton était parfaitement professionnel. Salut, Claire. Merci de m'avoir contacté. Heureux de discuter des possibilités. Je gère actuellement plusieurs comptes, mais je peux trouver du temps pour une consultation la semaine prochaine. S'il te plaît, demande à Evan de m'envoyer au préalable la documentation de votre entreprise et la structure logistique actuelle afin que je puisse l'examiner. Cordialement, Liam. Pas d'émotion, pas de touche personnelle, juste des affaires. Le lendemain, un dossier épais est arrivé dans ma boîte de réception. Rapport financier, liste de fournisseurs, tout le tout team. Je l'ai ouvert par curiosité, m'attendant à le parcourir rapidement, mais ce que j'ai trouvé m'a arrêté net. Enfoui dans les feuilles de calcul, il y avait des transactions qui ne collaient pas. D'importants retraits récurrents intitulés « Honoraires de consultation », tous acheminés vers un compte privé au nom d'Evan. Les montants étaient trop constants, trop délibérés pour être accidentels. On aurait dit qu'il déplaçait des fonds de l'entreprise vers son compte personnel. Un écrémage financier classique. Il n'a pas fallu longtemps pour le confirmer. Une recherche publique rapide a montré que Carter Holdings avait déjà manqué quelques paiements à des entrepreneurs et qu'il y avait des plaintes en ligne concernant des factures en retard. L'entreprise d'Evan ne prospérait pas. Elle s'effondrait, et rapidement. Et maintenant, il avait besoin de moi. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas sur la défensive. J'avais l'avantage. Je n'ai même pas eu besoin de l'utiliser. Le simple fait de savoir que je l'avais était suffisant pour changer complètement la dynamique du pouvoir. J'ai rencontré Claire et Evan la semaine suivante dans un café du centre-ville. Dès mon arrivée, j'ai senti la tension. Evan avait l'air mal à l'aise d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Posture raide, faux sourire, les yeux balayant la pièce comme s'il avait peur que quelqu'un entende. « Liam » a-t-il dit, forçant un sourire. « Mec, ça fait un bail. Tu as l'air en forme. »« Merci » ai-je dit d'un ton égal. « Toi aussi. » Claire a rapidement sauté sur l'occasion. « On est si content que tu aies pu venir. Evan n'arrête pas de vanter la croissance de ton entreprise. » Je me suis tourné vers elle en souriant poliment. C'est gentil de sa part. Je ne savais pas qu'il suivait ma carrière. Evan s'est éclairci la gorge. Eh bien, tu sais, j'essaie de garder un œil sur tout le monde. Bien sûr que tu le fais, ai-je dit. On a parlé affaires un moment, ou plutôt, ils ont parlé et j'ai écouté.
Evan a utilisé des mots à la mode qu'il ne comprenait clairement pas, évolutivité, synergie opérationnelle, essayant de paraître l'expert dans la pièce. Mais plus il parlait, plus il devenait clair à quel point il était dépassé. Au bout d'une heure, Claire s'est penchée en avant. Alors, qu'en penses-tu? Ton entreprise serait-elle capable de gérer notre logistique? J'ai croisé les mains sur la table. Ça dépend, ai-je dit. De si votre entreprise est assez stable pour gérer la nôtre. Evan a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait glisser ma tablette sur la table, ouverte sur l'un des documents qu'il m'avait envoyé. Vos finances montrent des divergences récurrentes. De l'argent qui passe des comptes de l'entreprise à un compte personnel. Le tien? Son visage a pâli. C'est juste des transferts internes. Tu ne comprendrais pas la structure. Et c'est moi, ai-je dit doucement. Un long moment, il n'a pas parlé. Puis, sur la défensive, tu n'as pas le droit de m'accuser de quoi que ce soit. Je ne t'ai pas accusé, ai-je dit. J'ai juste demandé des éclaircissements. Claire avait l'air confuse. Evan, de quoi parle-t-il? Il lui a jeté un regard, mais elle n'a pas reculé. Je me suis adossé, calme comme toujours. Je ne suis pas intéressé à m'impliquer avec une entreprise qui pourrait faire l'objet d'une enquête financière dans 6 mois, ai-je dit. C'est une mauvaise image pour nous. Je vous souhaite le meilleur, cependant. Je me suis levé, j'ai rassemblé mes affaires et je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. En sortant, j'ai aperçu le reflet d'Evan dans la vitrine du café. Son expression tordue de panique, son sang-froid complètement fissuré. Pour la première fois de ma vie, il avait l'air petit. Après cette réunion, les choses ont évolué rapidement. La rumeur a commencé à se répandre dans le milieu des affaires que Carter Holdings était en difficulté. Des entrepreneurs se sont retirés, des fournisseurs ont exigé un paiement d'avance et quelques-uns de ces investisseurs ont commencé à parler d'actions en justice. Je n'avais pas dit un mot, mais je n'en avais pas besoin. La vérité était déjà assez bruyante d'elle-même. Pendant ce temps, ma vie prospérait. Le travail battait son plein. Mon équipe venait de décrocher un client majeur, et mon patron a commencé à laisser entendre qu'il me préparait pour un poste de directeur. J'ai acheté un petit appartement en copropriété à la périphérie de la ville, un endroit qui me semblait enfin être le mien. Pas de meubles d'occasion, pas de culpabilité attachée, juste la paix. Et pourtant, autant que j'essayais de me concentrer sur le positif, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de regarder le lent effondrement de l'empire d'Evan. Ce n'était pas par dépit. Pas vraiment. C'était de la fascination, de voir à quel point l'arrogance semblait fragile lorsqu'elle était privée de soutien. Puis un soir, de nulle part, j'ai reçu un texto de Claire. On peut parler, s'il te plaît? C'est important. J'ai hésité avant de répondre, à propos de quoi? Evan a des ennuis. De vrais ennuis. Il ne veut pas m'écouter. Je pense que tu es le seul qu'il pourrait réellement écouter. J'ai fixé le message, ne sachant pas quoi ressentir. L'ironie ne m'a pas échappé. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées de moi dans les restaurants et avaient utilisé l'argent de mes parents dans mon dos avaient maintenant besoin de moi pour réparer ce qu'elles avaient cassé. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. Je me suis versé un verre, je me suis assis sur mon balcon et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller en bas. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais resté dans ma voiture après les dîners de famille, rejouant des blagues cruelles dans ma tête, me demandant ce qui n'allait pas avec moi. Et maintenant, me voilà, content, brillant, libre. Et pour la première fois, c'était eux qui se noyaient. Ça aurait dû être une vengeance. Et ça l'était. Mais sous la satisfaction, il y avait quelque chose de plus profond, un sentiment de clarté silencieux. J'ai finalement compris que le pouvoir n'était pas une question de contrôle ou de vengeance. C'était une question de liberté. La liberté de s'en aller, de vivre sans avoir besoin de leur approbation, de les laisser s'étouffer dans le silence qu'ils exigeaient autrefois de moi. Pourtant, quelque chose me disait que ce n'était pas la fin. Je ne le savais pas encore, mais la chute d'Evan était sur le point d'entraîner tout le monde dans sa chute, y compris moi. Je n'ai pas répondu au message de Claire cette nuit-là, mais je n'arrêtais pas d'y penser. Il fut un temps où j'aurais tout laissé tomber pour aider, où je croyais encore que la famille signifiait quelque chose de sacré. Mais maintenant, j'avais vu ce que la famille signifiait pour eux. C'était une hiérarchie, un système construit sur la commodité, la culpabilité et le contrôle, et j'en avais fini de jouer en bas de l'échelle.
Pourtant, la curiosité l'a emporté. Le lendemain matin, j'ai fait une recherche rapide. Carter Holdings News. Le premier titre m'a arrêté net. Un promoteur local accusé de détournement de fonds d'investisseurs. L'article était court mais brutal. L'entreprise d'Evan était sous audit pour des transferts suspects et des paiements d'investisseurs manquants. L'enquête était toujours en cours, mais le mal était déjà fait. Des clients se retiraient, des investisseurs prenaient des avocats et son nom était traîné dans la boue. J'aurais dû ressentir de la pitié, mais ce n'est pas le cas. Ce que j'ai ressenti, c'est une opportunité. Cet après-midi-là, Claire a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Liam, a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. Merci d'avoir répondu. S'il te plaît, écoute-moi. Je me suis adossé à ma chaise. Vas-y, c'est grave, a-t-elle dit. Evan panique. Il a essayé de déplacer de l'argent pour combler les trous, mais c'est trop tard. Les investisseurs sont furieux. Si ça va au tribunal, on pourrait tout perdre. Je ne sais pas quoi faire. Ai-je demandé calmement. Elle a hésité. Écoute, je sais que toi et Evan n'avez pas été proches, mais c'est quand même ton frère. Non, ai-je interrompu. C'est ton mari, pas ma responsabilité. Elle est restée silencieuse un long moment, puis d'une voix plus faible, je pense qu'il m'a caché des choses aussi. Sur les comptes, sur où est passé l'argent. Il n'est plus lui-même. Je ne l'ai pas dit, mais la vérité était évidente. Evan s'était finalement surpassé. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Liam, je pense qu'il a peut-être utilisé une partie de l'argent de tes parents aussi. Sans leur dire. Ça m'a arrêté net. Quoi? Ta mère m'a appelé la semaine dernière pour me demander si on l'avait remboursé, mais Evan a juré qu'il avait déjà transféré l'argent. J'ai vérifié les comptes. Ça n'est jamais arrivé. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis là longtemps, les doigts tapotant le bureau. Evan n'avait pas seulement brûlé ses investisseurs. Il avait menti à nos parents, les avait utilisés à nouveau. Et c'est là que tout s'est mis en place. La vengeance ne consistait plus à l'humilier. Il s'agissait de justice, d'équilibre, de le faire enfin faire face aux conséquences auxquelles il avait passé sa vie à échapper. J'ai commencé par quelques appels téléphoniques, subtils. Un contact que j'avais au service financier de mon travail, un ami d'université qui travaillait maintenant dans l'audit juridique. Je ne leur ai pas dit grand-chose, je les ai juste orientés vers des dépôts publics, des divergences et des schémas que j'avais remarqués. En quelques jours, plus de regards étaient sur ces comptes. Silencieusement. Puis j'ai rendu visite à mes parents pour la première fois en près d'1 an. Quand maman a ouvert la porte, elle a eu l'air choquée. Liam. Salut, maman, ai-je dit. On peut parler? Papa est apparu derrière elle, raide mais prudent. Nous nous sommes assis dans le salon, le silence lourd. De vieilles photos de famille tapissaient les murs. La remise de diplôme d'Evan, le mariage d'Evan, Evan tenant son bébé. Mon visage apparaissait sur peut-être 2 d'entre elles. J'ai entendu parler d'Evan, ai-je commencé. Combien d'argent lui avez-vous donné exactement? Papa a froncé les sourcils. C'est privé. Papa, ai-je dit doucement. Vous m'avez dit que c'était 40 000 $. Claire dit que vous n'avez pas récupéré un centime. Ils sont tous les deux devenus pâles. La voix de maman s'est brisée. Il a dit qu'il l'avait remboursé il y a des mois. Il ne l'a pas fait, ai-je dit. Il a menti et maintenant son entreprise s'effondre. Vous devez vérifier vos comptes. Assurez-vous qu'il ne manque rien d'autre. Papa s'est levé, son expression s'assombrissant alors que la prise de conscience se faisait jour. Tu veux dire qu'il nous a volés? Je dis que vous devriez le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, ils l'ont fait. Et ce qu'ils ont trouvé a tout confirmé. Evan déplaçait de petites sommes de leur compte joint vers son compte professionnel depuis des mois. Pas assez pour soulever des drapeaux individuellement, mais ensemble, des dizaines de milliers. Maman m'a appelé en larmes. On lui faisait confiance, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas dit, je vous l'avais bien dit. J'ai juste dit, je sais. Parce que la vérité, c'est que j'avais été aussi naïf autrefois. Mais je ne l'étais plus. L'étape suivante n'était pas émotionnelle. Elle était stratégique.
Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à envoyer des tuyaux anonymes, un à l'avocat des investisseurs, un au journaliste qui couvrait l'histoire, un à une agence de commerce locale. Chacun contenait quelques mots simples et une copie des documents de transfert que j'avais trouvés en ligne. Rien d'illégal, tout public, juste assez pour les guider vers la vérité. À la fin du mois, Carter Holdings faisait officiellement l'objet d'une enquête. Les comptes d'Evan étaient gelés. Son nom a commencé à faire parler de lui pour toutes les mauvaises raisons. Et juste au moment où la tempête a atteint son apogée, j'ai fait un dernier mouvement. J'ai rencontré mon patron et j'ai proposé un petit plan d'expansion, un partenariat parallèle utilisant le nouveau système d'analyse de mon département. Il a adoré. En quelques semaines, le projet a été lancé. Nous l'avons appelé LMC Logistique Solutions, mes initiales. 3 mois plus tard, il était rentable. 6 mois plus tard, il prospérait. Et un soir, alors que je fermais mon bureau, j'ai reçu un email d'une société de liquidation immobilière me demandant si je serais intéressé par l'achat d'un terrain commercial en saisie. Le propriétaire, Carter Holdings. L'immeuble d'Evan. Je suis resté assis là, à regarder l'écran pendant un long moment avant de répondre. Je le prends. La vente s'est déroulée discrètement. Il n'a jamais su qu'il avait acheté. Il était trop occupé à gérer des procès et des comptes gelés. Il ne s'agissait plus de vengeance. Pas dans le sens mesquin. C'était une justice poétique. Il avait passé sa vie à utiliser les gens pour se construire. Et à la fin, j'ai utilisé son effondrement pour construire quelque chose de réel, quelque chose à moi. Quelques semaines plus tard, Claire a de nouveau pris contact. Son message était court. Evan est retourné vivre chez tes parents. Il lui parle à peine. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'à la propriété que je possédais maintenant. C'était un terrain de bureau vide, calme et ensoleillé. Je suis resté là un long moment, les mains dans les poches, regardant la ville. Toutes ces années que j'avais passées à me sentir petit, inférieur, comme si je n'appartenais pas. Et maintenant, sans même élever la voix, j'avais repris mon pouvoir. Pas de confrontation, pas de cri, juste une précision calme. Alors que je me retournais pour partir, mon téléphone a vibré une dernière fois. C'était Evan. Un message que je n'avais pas vu depuis des années. Je sais que c'était toi. J'ai souri. Je sais. Quand Evan m'a envoyé ce dernier message, je sais que c'était toi, je me souviens d'être resté assis sur mon canapé, fixant ces 4 mots jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Je n'ai pas répondu à nouveau. Il n'y avait plus rien à dire. La vérité parlait déjà pour moi. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à entendre parler des retombées par des canaux discrets, de petites ondulations inévitables qui se sont transformées en vagues. Au début, ce n'était que des murmures dans les forums d'affaires locaux. Carter Holdings s'effondre sous des allégations de fraude. Puis, un bref titre dans le journal régional. La société d'un promoteur déclarée insolvable au milieu d'une enquête sur la mauvaise gestion financière. À ce stade, la vie d'Evan s'effilochait plus vite qu'il ne pouvait la raccommoder. Les investisseurs qui l'avaient dupé ont intenté des poursuites civiles, la banque a saisi 2 de ses propriétés et son nom est devenu un avertissement murmuré dans les cercles d'affaires. Ne travaillez pas avec ce type. Il est radioactif. Je n'avais pas eu besoin de lever un autre doigt. J'avais simplement laissé la vérité respirer. Mais la partie qui m'a le plus surpris, c'est ce qui s'est passé au sein de la famille. Pendant des années, maman et papa s'étaient accrochés à leur récit, Evan comme le fils prodige, moi comme le sensible. Mais l'argent a une façon de dépouiller les illusions. Lorsque les relevés bancaires sont sortis, lorsqu'ils ont réalisé que leurs économies de retraite avaient disparu dans les entreprises d'Evan, cela a brisé quelque chose entre eux qu'aucune dose de déni ne pouvait réparer. Maman m'a appelé un soir au début de l'hiver. Sa voix semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Liam, a-t-elle dit doucement, on doit parler. J'ai hésité, puis j'ai accepté de la rencontrer, elle et papa, dans un petit café près de chez eux. Quand je suis arrivé, ils avaient tous les 2 l'air plus vieux, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il y avait des cernes sombres sous les yeux de papa et maman se tordaient les mains comme si elles ne pouvaient pas s'arrêter. Pour la première fois de ma vie, ils avaient l'air incertains. Humains. Maman a parlé la première. Tu avais raison, a-t-elle dit, sa voix tremblant, surtout.
Evan. Il a presque tout pris. Il a dit qu'il le doublerait avec ses investissements immobiliers. On l'a cru. J'ai hoché la tête doucement. Je sais. Papa a dégluti difficilement, son ton lourd de honte. Il a hypothéqué notre maison dans notre dos, Liam. Il a falsifié ma signature sur un deuxième prêt. On l'a découvert le mois dernier. Un instant, je n'ai même pas pu parler. Il a fait quoi? Ouais, a dit amèrement papa. La banque prend la maison. On reste chez ta tante jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Ça m'a frappé alors. Pas le triomphe, pas la vengeance, mais quelque chose de plus silencieux. De la tristesse, peut-être. Le deuil de ce qui aurait pu être s'ils avaient simplement écouté plus tôt. Maman m'a regardé, les larmes aux yeux. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Mais on s'est trompé sur lui. Sur toi. On t'a traité comme un étranger alors que tu étais le seul à nous avoir jamais dit la vérité. Je ne savais pas quoi dire. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment, l'admettant enfin, et j'ai pensé que ça me ferait du bien. Mais assis là, je me sentais juste fatigué. Je n'ai pas besoin d'excuses, ai-je dit doucement. Je voulais juste de l'honnêteté. Papa a hoché lentement la tête. Tu as toujours eu plus d'intégrité que nous tous. Je le vois maintenant. Nous sommes restés assis là un moment, juste en silence. Il n'y avait plus grand-chose à réparer, mais il y avait un petit sentiment de paix, le genre qui vient de ne plus porter le fardeau de quelqu'un d'autre. J'ai payé leur café, j'ai serré maman dans mes bras et je suis parti. Une semaine plus tard, je suis passé en voiture devant leur ancienne maison, celle qu'Evan avait hypothéquée. Il y avait un panneau de saisie bancaire planté dans la cour avant. Les lumières du porche étaient éteintes, les fenêtres sombres. Je suis resté assis dans ma voiture longtemps, regardant la maison s'estomper dans la mémoire. C'était comme fermer la porte sur tout un chapitre de ma vie. Quant à Evan, sa chute n'a fait que s'aggraver. Une fois le procès commencé, il a paniqué. Il a essayé de rejeter la faute sur un comptable inexistant, puis sur Claire, puis même sur les investisseurs eux-mêmes. Mais les preuves étaient trop claires, et tous ceux qui avaient autrefois ri de son charme lui ont maintenant tourné le dos. Claire a demandé le divorce 6 mois plus tard. Elle a obtenu la garde de leur fille et a déménagé chez ses parents à 2 villes de là. Quand je l'ai croisée des mois après, elle avait l'air épuisée mais libre. Elle m'a dit qu'Evan travaillait à temps partiel dans une petite entreprise de construction, joignant à peine les deux bouts, vivant dans une suite en sous-sol loué. Il ne comprend toujours pas, a-t-elle dit. Il pense qu'il est la victime. J'ai hoché la tête. Il l'a toujours pensé. Elle a souri faiblement. Tu étais le seul à l'avoir jamais vu pour ce qu'il était. Je n'ai pas répondu, car la vérité, c'est que je ne l'avais pas vu. J'avais survécu à lui. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Passé ». À l'intérieur se trouvaient tous les fichiers que j'avais collectés, dossiers financiers, captures d'écran, articles, preuves de tout. J'ai survolé le dossier longtemps, puis je l'ai supprimé. Il n'y avait plus de satisfaction à le conserver. C'était la différence entre nous. Evan avait besoin de contrôler les gens pour se sentir puissant. Moi non. Ma paix ne dépendait de la destruction de personne. J'étais enfin libre. Les mois ont passé. Mon entreprise a continué de croître et j'ai embauché de nouveaux employés, certains d'entre eux sortant tout juste de l'université. Je me suis fait un devoir de les encadrer, de leur donner le genre d'encouragement que j'aurais toujours souhaité que quelqu'un me donne. Les voir réussir est devenu ma rédemption silencieuse. Un après-midi, j'ai reçu une vraie lettre manuscrite sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier. L'écriture était indubitable. Liam, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, c'était par jalousie. Tu as toujours été plus fort que moi. Tu n'avais pas besoin d'approbation. Tu n'avais besoin de personne. Ça m'a fait peur. J'ai tout perdu. Mais c'est peut-être ce dont j'avais besoin pour enfin le voir. Prends soin de maman et papa. Ils ne méritent pas ce que je leur ai fait. Evan. Je suis resté assis là longtemps, à le lire encore et encore. Une partie de moi voulait la déchirer. Une autre partie de moi voulait y croire. Mais je n'ai pas répondu. Certaines choses sont mieux laissées non dites.
Quelques semaines plus tard, maman a de nouveau appelé. Il déménage hors de l'État, a-t-elle dit doucement. Il recommence à zéro quelque part de nouveau. Bien, ai-je dit. Il en a besoin. Et c'est tout. C'est ainsi que la famille Carter s'est tranquillement fracturée et reconstruite. Non pas avec une réunion dramatique, non pas avec le pardon ou des câlins, mais avec la distance, l'honnêteté et le silence. Maman et papa ont finalement acheté un petit appartement en ville. On se parle parfois maintenant, avec prudence, avec soin, comme deux personnes apprenant une langue qu'elles ont autrefois massacrée. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. Je leur rends visite de temps en temps. J'apporte des courses, je répare des choses chez eux. Je ne le fais pas par obligation. Je le fais parce que ça me semble juste. Parce que j'ai enfin le choix du genre de personne que je veux être sans que personne ne le définisse pour moi. Et parfois, les nuits calmes, je repense à ce restaurant. Le toast, les rires, l'humiliation. Le moment où mon frère a levé son verre et a dit, tout le monde, portons un toast à la famille, sauf Liam. Je me souviens à quel point je me sentais petit, impuissant. Et puis je me souviens d'avoir fait glisser cette addition de $3270 sur la table et d'avoir vu son visage se vider de sa couleur. La première fissure dans un masque qui finirait par se briser complètement. D'une certaine manière, ce moment n'était pas seulement le début de ma vengeance. C'était le début de ma liberté. Parce que parfois, on n'obtient pas justice en se battant plus fort. On l'obtient en s'en allant et en laissant la vérité faire son travail. Et quand la poussière retombe enfin, on se rend compte que la plus douce des vengeances n'est pas de les voir tomber.